À l'hôtel Calésia, le calme apparent du matin dissimule déjà des tensions invisibles, des stratégies silencieuses et des émotions prêtes à éclater. Tandis que les clients profitent du petit déjeuner sous une lumière douce, certains jouent des rôles bien plus dangereux, manipulant les événements dans l'ombre sans que personne ne puisse encore en mesurer les conséquences. Victor, fidèle à lui-même, évolue dans cet environnement avec une aisance presque inquiétante. Derrière son sourire affable et son attitude de businessman expérimenté, il cache une détermination froide. Ce matin-là, il ne se contente pas d'observer. Il agit. Profitant d'un moment d'inattention, il s'introduit dans le bureau d'Adélaïde, avec une précision presque méthodique, comme s'il avait anticipé chaque mouvement. Dans cet espace intime, symbole de l'autorité de la directrice de l'hôtel, Victor ne laisse rien au hasard. Il cherche, fouille, analyse. Et puis, par un concours de circonstances qui semble presque trop parfait, il découvre le mot de passe de l'ordinateur. Ce détail, anodin en apparence, devient immédiatement une opportunité stratégique. En quelques instants, il accède au dossier « Compta », un fichier qui pourrait contenir bien plus que de simples chiffres. Le transfert des données sur sa clé USB se fait dans un silence absolu, presque irréel. Chaque seconde compte, chaque geste est calculé. Lorsqu'il quitte finalement le bureau, tout semble intact, comme si personne n'était venu troubler cet espace. Pourtant, ce qu'il emporte avec lui pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile du Calésia. Et dans son regard, on devine déjà qu'il ne s'arrêtera pas là. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, une scène beaucoup plus ordinaire se déroule autour du buffet du petit déjeuner. Aurore et William partagent un moment en apparence banal, mais chargé d'une tension sous-jacente. La veille, Aurore a surpris son mari dans une situation troublante, réconfortant Christelle avec une proximité qui ne lui ressemble pas. Ce matin, elle ne peut s'empêcher de revenir sur cette image. Son regard cherche des réponses, mais William reste fermé. Il évoque le secret médical, une barrière qu'il refuse de franchir, même face à sa propre épouse. Cette distance, bien que justifiée, crée un malaise. Car derrière le silence de William, Aurore perçoit une vérité qu'elle n'arrive pas encore à saisir. L'arrivée de Christelle vient modifier la dynamique. Fatiguée, préoccupée, elle s'installe à leur table avec une sincérité désarmante. Très vite, elle évoque ses résultats médicaux. Une anémie, un mot simple, mais lourd d'inquiétude. Car ce qui la trouble réellement, ce n'est pas le diagnostic en lui-même, mais l'absence d'explication. Elle parle, presque trop vite, comme si elle cherchait à évacuer une peur qu'elle ne maîtrise pas encore. Mais dans le même temps, elle impose une condition, Sylvain ne doit rien savoir. Ce secret, qu'elle décide de porter seule, révèle une fragilité nouvelle chez elle. Une peur profonde de perdre le contrôle, de devenir une source d'inquiétude pour ceux qu'elle aime. Aurore, attentive, perçoit immédiatement la gravité de la situation. Pourtant, elle choisit de ne pas insister. Elle comprend que certaines batailles doivent être menées en silence. William, lui, reste fidèle à son rôle de médecin, mais son regard trahit une inquiétude qu'il ne peut exprimer ouvertement. Dans les vestiaires du personnel, l'atmosphère est tout autre. Adélaïde réunit son équipe avec une intention précise. Son discours, soigneusement construit, vise à provoquer une réaction. Elle annonce qu'elle laisse les clés de son bureau à disposition, qu'elle sera absente toute la journée et qu'elle est prête à tourner la page. Mais derrière ces mots, se cache une stratégie subtile. Elle ne cherche pas seulement à récupérer les bijoux volés. Elle veut pousser le coupable à se dévoiler, à faire un choix. Restituer les objets, ou assumer les conséquences. Cette approche, à la fois ferme et étonnamment indulgente, surprend. Elle révèle une volonté d'apaiser, mais aussi une confiance fragile dans la capacité des autres à faire le bon choix. Cependant, dans un environnement déjà marqué par les soupçons et les tensions, cette décision pourrait bien produire l'effet inverse. Car offrir une porte de sortie, c'est aussi prendre le risque de perdre le contrôle. Et Adélaïde, malgré son assurance, ne peut ignorer que quelqu'un, quelque part, observe et attend le moment idéal pour agir. À la plage, l'ambiance semble plus légère, presque insouciante. Le bruit des vagues, la chaleur du soleil, les conversations détendues donnent l'illusion d'un monde sans conflit. Aurore rejoint William, et pour un instant, elle laisse tomber son rôle d'enquêtrice. Elle avoue son épuisement, son envie de faire une pause. Ce moment de relâchement devient rapidement intime. William, fidèle à son tempérament direct, propose de regagner leur chambre. Aurore accepte. Dans ce choix, il n'y a plus qu'un simple désir. C'est une manière de se reconnecter, de retrouver un équilibre face aux tensions accumulées. Un refuge temporaire, loin des enquêtes et des secrets. Mais un peu plus loin, la réalité rattrape ceux qui ne peuvent pas fuir. Christelle, déjà fragilisée par son état de santé, réagit violemment à une remarque de Léa.
Ce qui aurait pu rester une simple pique devient une confrontation ouverte. Les mots fusent, tranchants, irréversibles. En traitant le couple de jeunes mariés de « coquilles vides », Christelle ne se contente pas d'exprimer de la colère. Elle projette une frustration plus profonde, une insécurité qu'elle ne parvient plus à contenir. Cette explosion, brutale, révèle à quel point elle est à bout. Et lorsqu'elle quitte les lieux, suivie par Sylvain, on comprend que ce conflit n'est que le symptôme d'un mal bien plus profond. Non loin de là, Sophia et Manon tentent de maintenir un lien avec Nordine, restée à 7. Leur échange en visio est léger, ponctué de rires et de confidences. Mais cette légèreté contraste avec ce qui les entoure. Elles évoquent rapidement les événements récents, notamment l'incident avec le masseur, avant de raccrocher. C'est à ce moment que Lucas apparaît. Son attitude est ambiguë. Il propose un massage gratuit, une tentative maladroite de réconciliation. Mais derrière cette proposition, on sent une blessure. Les accusations portées contre lui l'ont touché. Et lorsqu'il comprend qu'il n'a pas regagné leur confiance, sa réaction est immédiate. Les insultes qu'il lance avant de partir ne sont pas seulement une défense. Elles traduisent une colère, une humiliation. Lucas n'est pas simplement un suspect. Il est un homme pris dans un engrenage, où chaque regard devient une accusation, chaque silence une condamnation. Et dans cet équilibre instable, où chacun joue son propre rôle sans connaître celui des autres, une vérité commence à émerger lentement. Au Calésia, rien n'est ce qu'il semble être. Les alliances se dessinent dans l'ombre, les secrets s'accumulent, et chaque geste, aussi anodin soit-il, peut devenir le point de départ d'un basculement. C'est dans ce climat tendu, presque électrique, que les destins commencent à s'entrelacer dangereusement. Pendant ce temps, alors que la tension semble se disperser entre les différents coins du Calésia, Victor poursuit son jeu avec une précision presque fascinante. Il n'agit jamais dans la précipitation. Chaque mouvement est pensé, chaque parole mesurée. Après son intrusion dans le bureau d'Adélaïde, il ne montre aucun signe d'inquiétude, comme si ce qu'il venait de faire n'était qu'une formalité dans un plan bien plus vaste. C'est d'ailleurs avec une décontraction troublante qu'il observe la scène suivante, Adélaïde en train de recadrer Lucas. Le contraste est saisissant. D'un côté, une directrice ferme, qui tente de maintenir l'ordre dans son établissement malgré les soupçons qui planent. De l'autre, un employé sur la défensive, acculé par les accusations, incapable de prouver son innocence autrement que par des mots qui sonnent creux. Victor, lui, reste en retrait. Il analyse. Il comprend que Lucas est devenu un point de tension, un élément instable dans un système déjà fragile. Et comme souvent, là où il y a du désordre, il y a une opportunité. C'est précisément à ce moment qu'il décide d'intervenir, non pas pour calmer les choses, mais pour rediriger l'attention. Avec une aisance naturelle, il s'approche d'Adélaïde et lui propose une pause. Un verre, un moment à deux, loin des responsabilités. Mais derrière cette invitation se cache une intention plus subtile. Victor ne cherche pas seulement à séduire. Il veut instaurer une proximité, créer une confiance qui lui permettra d'aller encore plus loin. Adélaïde, malgré sa vigilance habituelle, accepte. Peut-être par fatigue, peut-être par curiosité. Ou peut-être parce qu'elle ressent, sans vouloir l'admettre, une forme d'attraction pour cet homme qui semble toujours avoir une longueur d'avance. Elle lui annonce même une surprise pour la soirée, un moment privilégié pour apprendre à se connaître dans un cadre différent. Ce choix, en apparence anodin, marque un tournant. Car en ouvrant cette porte, Adélaïde permet à Victor de s'immiscer encore davantage dans son univers. Et lui, déjà, anticipe la suite. Dans un autre espace, plus isolé, une autre dynamique se met en place. Celle de Milo. Le petit garçon, déterminé, agit avec une discrétion surprenante pour son âge. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Au contraire, il s'efforce de passer inaperçu, comme s'il savait que son objectif dépendait de sa capacité à rester invisible. Mais il n'est pas seul. Nina, complice inattendue, joue un rôle essentiel dans ce plan. Profitant d'un moment où Karim est occupé, elle rassemble de la nourriture et la transmet discrètement à Milo. Ce geste, simple en apparence, révèle une solidarité profonde. Une forme d'innocence aussi, car Nina agit sans mesurer pleinement les conséquences de ses actes. Pour elle, il s'agit simplement d'aider un ami à retrouver son père. Une quête qui semble légitime, presque évidente. Pourtant, cette initiative va déclencher une série d'événements qui dépassent largement ce qu'elle pouvait imaginer. Oma, la situation prend rapidement une tournure inattendue. Alex et Manny découvrent la présence de Milo dans la camionnette de livraison. Caché à l'arrière, le garçon apparaît comme une évidence qui aurait dû être vue plus tôt. Mais c'est son attitude qui frappe immédiatement. Il ne semble pas perdu, ni effrayé. Au contraire, il est convaincu. Convaincu d'avoir enfin trouvé celui qu'il cherchait.
Son regard, lorsqu'il se tourne vers Alex, est chargé d'une certitude désarmante. Pour lui, il n'y a aucun doute, cet homme est son père. Cette affirmation, prononcée avec une spontanéité totale, crée un choc silencieux. Alex, pris de court, ne sait pas comment réagir. Il tente de garder son calme, de gérer la situation avec rationalité. Mais au fond de lui, quelque chose vacille. Une intuition, un souvenir enfoui, une sensation qu'il ne parvient pas à ignorer. Décidant de ne pas brusquer les choses, il appelle la mère de Milo. Un geste logique, nécessaire. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette décision va le confronter à une réalité qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter. Lorsque Milo retrouve sa mère, la scène est chargée d'émotions. Il court vers elle, cherchant un refuge, une confirmation. Mais pour Alex, le moment le plus important est ailleurs. Dans ce regard échangé, dans cette reconnaissance mutuelle qui dépasse les mots. Car la femme qui se tient devant lui n'est pas une inconnue. C'est Sonia, une figure de son passé, qu'il n'avait sans doute pas envisagé de revoir dans ces circonstances. Et à en juger par son expression, Sonia ne s'attendait pas non plus à cette rencontre. Le silence qui s'installe entre eux est lourd de sens. Il ne s'agit pas seulement d'une surprise. C'est une collision entre deux histoires, deux temporalités. Le passé refait surface, sans prévenir, et avec lui, une question qui pourrait tout remettre en cause. Et si Milo disait vrai? À cet instant précis, rien n'est encore confirmé. Mais le doute s'installe, profondément. Et ce doute, une fois présent, ne disparaît jamais vraiment. Pendant ce temps, ailleurs, une autre tension se développe, plus subtile mais tout aussi significative. Bruno accompagne Swazik à l'hôpital pour un suivi médical. Leur relation, jusqu'ici basée sur la complicité et le soutien, commence à évoluer. Swazik, en présence de Victoire, adopte un ton léger, presque détaché. Elle évoque Bruno, son attention constante, ses gestes du quotidien. Mais derrière cette apparente insouciance, se cache une réflexion plus intime. Elle reconnaît une forme d'attirance, qu'elle tente d'expliquer par son manque de relations récentes. Victoire, fidèle à son pragmatisme, lui propose une solution simple, reprendre une vie sociale, rencontrer d'autres personnes. Une suggestion logique, mais qui va rapidement produire un effet inattendu. De retour chez elle, Swazik explore cette idée. Elle se connecte à une application de rencontre. Un geste banal dans le monde actuel, mais qui, dans son cas, marque une étape. Une ouverture vers autre chose. Une tentative de redéfinir ses désirs. Bruno, présent à ce moment-là, observe la situation avec une curiosité mêlée d'inconfort. Il participe même, au début, aidant Swazik à parcourir les profils. Mais très vite, quelque chose change. L'atmosphère devient étrange, comme si une ligne invisible venait d'être franchie. Lorsqu'il trouve un match pour elle, il prend une décision inattendue, partir. La laisser seule. Ce choix, abrupt, révèle une réalité qu'il ne veut pas encore nommer. Une jalousie peut-être, ou simplement la prise de conscience que leur relation n'est plus aussi simple qu'avant. Swazik, de son côté, ressent immédiatement cette distance. La déception s'installe, discrète mais réelle. Car au-delà des mots, c'est un équilibre qui vient d'être rompu. Et même si rien n'est encore dit clairement, les sentiments commencent à évoluer. Ainsi, pendant que certains manipulent, que d'autres découvrent des vérités troublantes, et que certains se perdent dans leurs propres émotions, les lignes continuent de bouger. Lentement, mais sûrement. Et dans ce jeu d'apparence, où chacun tente de garder le contrôle, une évidence commence à s'imposer, les vérités enfouies finissent toujours par remonter à la surface. Dans le même temps, alors que la journée semble s'étirer entre tensions latentes et moments de répit, l'ombre du doute continue de s'installer, presque imperceptiblement, dans l'esprit de ceux qui croyaient encore maîtriser les événements. Rien n'éclate encore ouvertement, mais chaque interaction porte désormais en elle une ambiguïté nouvelle, comme si le réel se dérobait doucement sous les pieds des personnages. Victor, quant à lui, poursuit sa progression avec une maîtrise qui frôle l'arrogance. La soirée qu'Adélaïde lui a promise devient rapidement un point central de son plan. Ce rendez-vous, qu'elle imagine sans doute comme un moment de détente, prend pour lui une dimension stratégique. Il ne s'agit pas seulement de séduire, mais de pénétrer plus profondément dans l'univers de celle qui dirige le Calésia. Lorsque la nuit tombe, le cadre choisi ne doit rien au hasard. Face à la mer, dans un décor presque irréel, le pique-nique installé avec soin crée une atmosphère suspendue. Le champagne, les lumières douces, le bruit des vagues. Tout semble conçu pour abaisser les défenses, pour permettre aux émotions de prendre le dessus sur la raison. Adélaïde, habituellement si rigoureuse, se laisse progressivement porter par cette ambiance. La fatigue accumulée, les tensions liées au vol des bijoux, les responsabilités constantes.
Tout cela contribue à la rendre plus vulnérable. Et Victor le sent. Il capte chaque hésitation, chaque regard, chaque silence. Leur conversation, d'abord professionnelle, glisse lentement vers quelque chose de plus personnel. Les mots deviennent plus légers, les sourires plus sincères. Il ne force rien, il accompagne, il guide, et lorsqu'ils s'embrassent finalement, ce geste semble presque inévitable, comme l'aboutissement d'un processus invisible. Mais derrière cette scène romantique, une question persiste. Qui manipule réellement qui? Car si Adélaïde pense peut-être avoir le contrôle, Victor, lui, avance déjà avec plusieurs coups d'avance. Pendant ce temps, à des kilomètres de cette atmosphère feutrée, Alex reste prisonnier d'un choc intérieur qu'il ne parvient pas à dissiper. La rencontre avec Sonia a réveillé quelque chose en lui, une mémoire enfouie qu'il avait peut-être inconsciemment choisi d'oublier. Le regard de Sonia, chargé d'une reconnaissance immédiate, n'a laissé aucune place au doute. Elle aussi se souvient, et dans cet échange silencieux, 1000 questions surgissent sans qu'aucune ne soit encore formulée. Leur passé commun, longtemps resté dans l'ombre, revient brusquement à la surface, bouleversant l'équilibre fragile qu'Alex croyait avoir construit. Milo, au centre de cette situation, observe sans comprendre pleinement les implications de ce qui se joue. Pour lui, tout est simple. Il a trouvé son père. Cette certitude, qu'il exprime avec une sincérité désarmante, agit comme un catalyseur. Elle force les adultes à confronter une vérité qu'ils auraient peut-être préféré éviter. Alex, malgré son calme apparent, sent le sol se dérober sous ses pieds. Il tente de rationaliser, de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais chaque détail, chaque souvenir, vient contredire ses certitudes. Et au fond de lui, une peur s'installe. Celle de découvrir que sa vie actuelle repose sur une part d'ignorance. Sonia, de son côté, se montre plus réservée. Elle ne nie rien, mais elle ne confirme rien non plus. Son silence n'est pas un refus. C'est une protection, car elle sait que ce qui pourrait être révélé ne concerne pas seulement elle, mais aussi Milo. Et peut-être bien plus encore. Ainsi, dans cette maison où les émotions circulent sans jamais vraiment se dire, un équilibre instable se met en place. Chacun avance avec ses propres doutes, ses propres peurs, sans savoir encore comment les affronter. Au Calésia, la tension liée au vol des bijoux ne faiblit pas. Au contraire, elle semble s'intensifier à mesure que les soupçons se cristallisent autour de Lucas. Son comportement, déjà perçu comme suspect, devient de plus en plus difficile à défendre. Les regards changent, les conversations se font plus brèves lorsqu'ils s'approchent. Une distance s'installe, presque instinctive. Lucas le ressent, et cette sensation d'être isolé, jugé sans preuve, nourrit en lui une colère qu'il ne parvient plus à contenir. Ce rejet progressif agit comme un piège. Plus il tente de se justifier, plus il semble coupable. Plus il s'énerve, plus les autres s'éloignent. Et dans ce cercle vicieux, il perd peu à peu pied, incapable de reprendre le contrôle de son image. Adélaïde, pourtant, reste partagée. Son instinct lui dicte de ne pas se précipiter. Mais la pression, les attentes, la nécessité de résoudre cette affaire rapidement. Tout cela la pousse à envisager des conclusions qu'elle aurait peut-être rejetées dans d'autres circonstances. Pendant ce temps, Aurore, malgré son envie de lâcher prise, ne parvient pas à se détacher complètement de l'enquête. Même dans ses moments d'intimité avec William, son esprit reste en alerte. Chaque détail, chaque incohérence, continue de la hanter. William, de son côté, tente de maintenir un équilibre entre son rôle de médecin et celui de mari. Mais cette dualité devient de plus en plus difficile à gérer. Le secret médical qu'il protège crée une distance, une frustration. Et même si Aurore comprend les règles, elle ne peut s'empêcher de ressentir une forme d'exclusion. Dans ce contexte, leur relation devient un espace fragile, oscillant entre complicité et tension. Ils cherchent à se retrouver, mais les circonstances les éloignent constamment, les obligeant à naviguer entre leurs responsabilités et leurs sentiments. Plus loin, Christelle continue de lutter contre une angoisse qu'elle refuse de nommer. Son anémie, dont l'origine reste inconnue, agit comme une menace diffuse. Elle tente de garder le contrôle, de maintenir une façade normale. Mais les fissures apparaissent. Son explosion face à Léa n'était pas un hasard. C'était un symptôme, une manifestation d'un malaise plus profond, d'une peur qu'elle n'ose pas affronter. Et en choisissant de cacher la vérité à Sylvain, elle s'enferme dans une solitude dangereuse. Sylvain, lui, sent que quelque chose ne va pas. Mais ne comprenant pas l'ampleur de la situation, il se contente d'observer, d'accompagner, sans savoir comment aider réellement. Cette incompréhension, involontaire, risque de creuser un fossé entre eux. Ainsi, alors que la nuit avance et que chacun tente de retrouver une forme de normalité, les tensions continuent de s'accumuler.
Les secrets se multiplient, les liens se fragilisent, et les vérités, encore dissimulées, commencent à exercer une pression de plus en plus forte. À ce moment-là, tout semble encore contrôlable. Mais en réalité, les événements ont déjà commencé à échapper à ceux qui pensaient les maîtriser. À ce moment-là, alors que chacun tente encore de préserver une forme d'équilibre, les lignes commencent à se fissurer de manière plus visible. Ce qui n'était jusque-là qu'un enchevêtrement de tensions silencieuses devient progressivement une réalité impossible à ignorer, et les émotions refoulées commencent à influencer les décisions de manière irréversible. Au Calésia, l'atmosphère est devenue plus lourde, presque étouffante. Les regards se croisent sans se fixer, les conversations s'interrompent dès qu'un nom est prononcé. Lucas, désormais au centre des soupçons, se retrouve isolé malgré lui. Chaque geste qu'il fait est observé, analysé, interprété. Et cette pression constante agit sur lui comme un poison lent. Il tente encore de garder contenance, de se montrer professionnel, mais ses réactions trahissent une fatigue émotionnelle croissante. L'injustice qu'il ressent nourrit une colère sourde, difficile à canaliser. Il ne comprend pas comment il est devenu la cible principale, ni pourquoi personne ne semble prêt à lui accorder le bénéfice du doute. Adélaïde, de son côté, oscille entre fermeté et hésitation. Sa décision d'ouvrir son bureau et de laisser une chance au coupable de restituer les bijoux lui semble de plus en plus risquée. Aucun objet n'a été rendu. Aucun signe ne laisse penser que le voleur souhaite réparer son erreur. Ce silence, au lieu d'apaiser la situation, renforce les soupçons. Et pourtant, quelque chose la retient de désigner Lucas comme responsable. Peut-être une intuition, peut-être une résistance intérieure face à l'idée de condamner quelqu'un sans preuve. Mais cette hésitation devient difficile à maintenir face à la pression collective qui s'intensifie. Pendant ce temps, la soirée passée avec Victor continue de résonner en elle. Ce moment suspendu, presque irréel, a laissé une empreinte qu'elle ne parvient pas à effacer. Elle se surprend à repenser à ce baiser, à la sensation de lâcher prise qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais cette douceur apparente cache une inquiétude diffuse. Victor est un homme complexe. Elle le sait, elle le sent. Derrière son charme, il y a une part d'ombre qu'elle ne parvient pas encore à définir. Et pourtant, malgré cette lucidité, elle ne peut s'empêcher d'être attirée. Victor, quant à lui, avance avec la même assurance. Les informations qu'il a récupérées dans le dossier Compta représentent un levier considérable. Il ne les exploite pas immédiatement. Il attend, il observe, il laisse le temps jouer en sa faveur, convaincu que chaque pièce finira par s'imbriquer parfaitement dans son plan. Cette patience, presque froide, le distingue des autres. Là où certains agissent dans l'urgence, lui construit dans la durée. Et dans ce jeu d'influence, il semble toujours avoir une longueur d'avance. Dans un autre registre, la situation entre Alex et Sonia prend une dimension de plus en plus délicate. Depuis leur rencontre, aucun des deux n'a réellement pris le temps de poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais le silence, loin d'apaiser les choses, ne fait qu'amplifier les interrogations. Alex tente de rester rationnel. Il se raccroche à ce qu'il connaît, à ce qu'il peut contrôler. Mais la présence de Milo agit comme un rappel constant. Chaque regard du garçon, chaque geste, chaque mot. Tout semble confirmer une proximité qu'il ne peut plus ignorer. Il se surprend à observer Milo différemment, à chercher des ressemblances, à analyser des détails qu'il aurait ignorés auparavant. Et cette attitude, presque inconsciente, révèle une peur plus profonde, celle que la vérité soit déjà en train de s'imposer à lui. Sonia, de son côté, reste sur la réserve. Elle protège Milo, mais elle se protège aussi elle-même. Elle sait que révéler toute la vérité pourrait bouleverser bien plus qu'une simple relation. Cela pourrait affecter des équilibres familiaux, raviver des blessures anciennes, créer des tensions qu'elle n'est pas prête à affronter. Ainsi, entre eux, un fragile jeu d'évitement se met en place. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas, tout en redoutant les conséquences de ce moment. Et pendant ce temps, Milo continue d'exister dans cette certitude naïve qui contraste violemment avec la complexité des adultes. Au même moment, Nina, inconsciente de l'ampleur de ce qu'elle a déclenché, poursuit sa vie avec une légèreté apparente. Pour elle, avoir aidé Milo est une évidence, un geste d'amitié. Elle ne mesure pas encore que cette initiative pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Cette innocence, presque touchante, devient paradoxalement un élément clé de l'histoire. Car c'est souvent à travers les gestes les plus simples que les plus grandes vérités émergent. Dans un autre lieu, Swazik tente de retrouver un équilibre émotionnel après le départ de Bruno. L'application de rencontre, qui devait être une distraction, devient rapidement un miroir de ses propres hésitations. Les profils défilent, mais aucun ne semble vraiment correspondre à ce qu'elle recherche.
Car au fond, ce qu'elle ressent ne peut pas être remplacé aussi facilement. Bruno, par sa présence constante, par son attention sincère, a créé un lien qu'elle ne peut pas ignorer. Et pourtant, elle refuse encore de le reconnaître pleinement. Bruno, de son côté, s'éloigne physiquement, mais pas émotionnellement. Sa décision de partir n'était pas un simple geste de politesse. C'était une manière de se protéger, de ne pas affronter un sentiment qu'il ne maîtrise pas encore. Il se retrouve seul, confronté à ses propres pensées. Et dans ce silence, une évidence commence à émerger. Ce qu'il ressent pour Swazik dépasse largement le cadre de l'amitié. Mais cette prise de conscience s'accompagne d'une peur. Celle de tout perdre s'il décide de franchir une limite. Ainsi, chacun avance à tâtons, tentant de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il doit faire. Mais dans ce processus, les erreurs deviennent inévitables. Car sans communication, sans confrontation, les malentendus s'accumulent. Au Calésia, la tension atteint un point critique. Les suspicions autour de Lucas commencent à peser sur l'ensemble du personnel. Certains prennent leur distance, d'autres murmurent dans son dos. Et cette atmosphère délétère menace de faire exploser un équilibre déjà fragile. Adélaïde, consciente du danger, tente de garder le contrôle. Mais elle comprend peu à peu que la situation lui échappe. Les décisions qu'elle a prises, aussi réfléchies soient-elles, n'ont pas produit les effets escomptés. Et maintenant, elle doit faire face aux conséquences. Dans ce contexte, chaque personnage se retrouve à un carrefour. Continuer à fuir, ou affronter la vérité. Se protéger, ou prendre le risque de perdre ce qu'il a construit. Et alors que les tensions atteignent leur paroxysme, une chose devient certaine, rien ne pourra rester caché indéfiniment. C'est alors que, lentement mais inexorablement, les masques commencent à tomber. C'est alors que les tensions accumulées commencent à produire leurs premiers effets visibles, comme si chaque secret, chaque non-dit, trouvait enfin un chemin pour se manifester. Rien n'explose encore brutalement, mais l'équilibre fragile qui maintenait chacun dans son rôle se fissure peu à peu, laissant apparaître les vérités que tous redoutaient. Au Calésia, Lucas atteint un point de rupture. L'isolement qu'il subit depuis plusieurs heures n'est plus seulement une gêne, mais une véritable épreuve. Il sent le poids des regards, la méfiance silencieuse, les jugements implicites qui le condamnent sans preuve. Cette accumulation devient insupportable, et son comportement s'en ressent de manière évidente. Ses gestes deviennent plus brusques, ses réponses plus sèches. Il ne cherche plus à convaincre, mais à se défendre. Cette posture, paradoxalement, renforce encore les soupçons. Car dans un environnement où chacun attend un signe de culpabilité, la moindre réaction peut être interprétée comme un aveu. Adélaïde, témoin de cette évolution, ressent un malaise grandissant. Elle ne peut ignorer les indices qui semblent pointer vers Lucas, mais elle ne parvient pas non plus à se résoudre à le désigner comme coupable. Une intuition persiste, discrète mais tenace, lui soufflant que la vérité est peut-être ailleurs. Cette hésitation la fragilise. En tant que responsable, elle doit prendre des décisions. Mais en tant que femme, elle ressent le danger d'une erreur irréversible. Et dans ce conflit intérieur, elle se retrouve plus seule que jamais, incapable de partager ses doutes sans risquer de perdre son autorité. Pendant ce temps, Victor continue d'avancer dans l'ombre, avec une précision presque inquiétante. Les données qu'il a récupérées ne sont pas encore exploitées, mais leur simple existence lui confère un avantage considérable. Il observe les tensions, analyse les comportements, et attend le moment opportun pour intervenir. Son regard sur Lucas est particulièrement révélateur. Il ne le considère pas comme un coupable, mais comme un élément utile. Une diversion parfaite, un écran derrière lequel d'autres actions peuvent se dérouler sans attirer l'attention. Et cette lucidité renforce encore sa position dominante dans ce jeu complexe. Dans un tout autre registre, la situation entre Alex et Sonia continue de s'intensifier, même en l'absence de confrontation directe. Le doute, désormais installé, agit comme une présence constante. Chaque silence, chaque regard, chaque hésitation devient porteur de sens. Alex se retrouve face à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Milo n'est plus seulement un enfant rencontré par hasard. Il devient une possibilité, une hypothèse qui s'impose à lui avec une force croissante. Et cette idée, aussi troublante soit-elle, commence à modifier sa perception de tout ce qui l'entoure. Il repense à son passé, à ses choix, à ses erreurs. À des moments qu'il croyait sans conséquence, mais qui pourraient aujourd'hui en avoir. Cette introspection, forcée, le pousse à remettre en question des certitudes qu'il pensait inébranlables. Sonia, de son côté, lutte contre ses propres contradictions. Elle veut protéger Milo, lui offrir une stabilité, une vérité qu'il peut comprendre. Mais elle sait aussi que cette vérité pourrait bouleverser bien plus que leur relation. Elle pourrait affecter Alex, sa famille, son équilibre.
Ainsi, elle choisit le silence. Un silence lourd, difficile à porter, mais qu'elle considère nécessaire. Car parfois, ne rien dire est une manière de retarder l'inévitable, de gagner du temps face à une réalité trop complexe. Milo, au cœur de cette tension, reste fidèle à lui-même. Sa certitude ne vacille pas. Il ne doute pas. Et cette absence de doute, paradoxalement, devient un facteur de déséquilibre pour les adultes. Car là où ils hésitent, analysent, craignent, lui affirment. Dans un autre espace, Swazik continue de naviguer entre désir de nouveauté et attachement inconscient. L'application de rencontres, qui devait être une simple distraction, devient rapidement une source de confusion. Les échanges sont superficiels, les interactions mécaniques. Rien ne parvient à susciter en elle un véritable intérêt. Car ce qu'elle cherche, sans encore l'admettre, n'est pas une rencontre. C'est une continuité, une présence, celle que Bruno lui offrait sans effort, sans calcul. Et cette comparaison, implicite mais constante, rend toute alternative insatisfaisante. Bruno, quant à lui, se retrouve confronté à une solitude qu'il n'avait pas anticipée. Son choix de partir, de prendre de la distance, lui semblait logique sur le moment. Mais maintenant, il en ressent les conséquences. L'absence de Swazik crée un vide qu'il ne parvient pas à combler. Il tente de rationaliser, de se convaincre qu'il a agi correctement. Mais au fond de lui, une évidence s'impose, il tient à elle. Plus qu'il ne l'avait imaginé. Et cette prise de conscience, tardive, le place face à un dilemme qu'il ne peut plus éviter. Dans ce contexte, les émotions prennent le dessus sur la raison. Les décisions deviennent plus instinctives, moins réfléchies. Et c'est précisément dans ces moments que les erreurs les plus significatives sont commises. Au Calésia, la situation atteint un point critique. Les tensions internes commencent à affecter le fonctionnement même de l'établissement. Les employés ne se font plus confiance, les échanges deviennent tendus, et l'atmosphère générale se dégrade. Adélaïde, consciente de cette dérive, tente de reprendre le contrôle. Mais chaque action semble produire un effet inattendu. Comme si le système lui échappait, comme si les événements suivaient une logique qui lui est étrangère. Et dans cette confusion, une question s'impose de plus en plus clairement, et si le véritable coupable n'était pas celui que tout le monde soupçonne ? Cette interrogation, encore fragile, commence à se propager. Lentement, silencieusement, et avec elle, la possibilité d'un renversement total de la situation. Car dans cet univers où les apparences sont trompeuses, la vérité ne se révèle jamais là où on l'attend. À ce moment-là, tout semble prêt à basculer, comme si chaque fil tendu depuis le début de la journée arrivait enfin à son point de rupture. Les émotions contenues, les secrets enfouis et les manipulations silencieuses convergent vers une même réalité, plus rien ne pourra rester caché bien longtemps. Au Calésia, Adélaïde ressent pour la première fois une véritable perte de contrôle. Jusqu'ici, elle avait su gérer les crises, imposer son autorité, maintenir une forme d'ordre. Mais cette fois, quelque chose lui échappe. L'affaire des bijoux n'avance pas, les tensions internes s'aggravent, et son propre jugement commence à vaciller. Elle repense à sa décision d'ouvrir son bureau, à cette stratégie qu'elle croyait habile. Aujourd'hui, elle en mesure les limites. Aucun retour, aucune restitution, aucun signe de bonne volonté. Ce silence devient assourdissant. Et plus elle y réfléchit, plus une évidence s'impose. Le coupable ne joue pas selon les règles qu'elle avait imaginées. Lucas, toujours au centre des soupçons, semble désormais épuisé. Il ne lutte plus avec la même énergie. Comme si, face à l'incompréhension générale, il avait abandonné l'idée de convaincre. Cette résignation, pourtant, ne le libère pas. Elle le rend simplement plus vulnérable. Et dans ce contexte, chaque détail prend une importance démesurée. Un regard, un geste, une absence. Tout peut devenir une preuve. Ou une illusion de preuve. Car dans un climat aussi tendu, la vérité se dilue dans les perceptions, et la frontière entre intuition et accusation devient dangereusement floue. Victor, lui, observe cette dégradation avec un calme presque troublant. Il ne cherche pas à intervenir directement. Il laisse les événements suivre leur cours, convaincu que le chaos travaille en sa faveur. Les informations qu'il détient restent soigneusement dissimulées, prêtes à être utilisées au moment le plus opportun. Dans son esprit, tout est question de timing. Il sait que révéler trop tôt serait une erreur. Il préfère attendre que les tensions atteignent leur paroxysme, que chacun soit prêt à commettre une faute. C'est dans ces moments-là que les positions se fragilisent, que les alliances se brisent, que les vérités émergent. Et dans ce jeu complexe, il avance sans jamais se dévoiler complètement. Un pas en avant, deux en arrière. Toujours en contrôle. Pendant ce temps, Alex ne parvient plus à ignorer le doute qui s'est installé en lui. La rencontre avec Sonia a ouvert une brèche qu'il ne peut refermer.
Chaque moment passé avec Milo renforce cette sensation étrange, cette proximité qu'il ne peut expliquer rationnellement. Il tente de garder une distance, de ne pas se laisser envahir. Mais c'est impossible. Le regard de Milo, sa manière de parler, son besoin de reconnaissance. Tout agit comme un miroir. Un reflet d'une réalité qu'il n'est pas prêt à accepter, mais qu'il ne peut plus nier. Sonia, consciente de cette évolution, se retrouve face à un choix de plus en plus difficile. Continuer à se taire, ou affronter la vérité. Mais chaque option comporte des risques. Dire la vérité pourrait bouleverser des vies. Se taire, c'est prolonger une tension qui devient insoutenable. Ainsi, entre eux, le silence devient une forme de dialogue. Un échange implicite, chargé de sens, où chaque regard remplace les mots. Et dans cet espace fragile, Milo continue d'exister comme une certitude vivante, une réponse que personne n'ose formuler. Dans un autre registre, Swazik et Bruno se retrouvent chacun face à leurs propres contradictions. L'expérience de la soirée précédente a laissé des traces, invisibles, mais profondes. Swazik, malgré ses tentatives de distraction, ne parvient pas à retrouver une légèreté. Les profils qu'elle consulte ne suscitent rien. Les conversations restent superficielles, et peu à peu, elle comprend que ce qu'elle cherche ne se trouve pas là. Car ce qu'elle ressent pour Bruno, même si elle refuse encore de le nommer, dépasse largement une simple amitié. Cette prise de conscience, progressive, s'impose à elle avec une clarté déstabilisante. Bruno, de son côté, oscille entre regret et retenue. Il repense à son départ, à cette décision qu'il croyait nécessaire. Mais aujourd'hui, il en mesure les conséquences. La distance qu'il a instaurée ne l'a pas protégé. Elle l'a simplement éloigné de ce qui comptait réellement. Il comprend qu'il ne pourra pas rester indéfiniment dans cette position d'attente. Qu'un choix devra être fait. Mais ce choix implique un risque. Celui de transformer leur relation, de perdre ce qu'ils ont construit. Ainsi, dans cette histoire parallèle, les émotions évoluent en silence, sans éclat, mais avec une intensité réelle. Une tension douce, mais persistante, qui finira par trouver une issue. Au Calésia, la situation approche de son point de bascule. Les tensions internes, les soupçons, les manipulations. Tout converge vers une révélation imminente. Mais cette révélation ne sera pas nécessairement celle que tout le monde attend. Car dans cet univers où chacun joue un rôle, où les apparences dominent, la vérité a tendance à surgir là où elle est la moins attendue. Et lorsque cela arrivera, les conséquences dépasseront largement le cadre du simple vol de bijoux. Chaque personnage, à sa manière, est déjà engagé dans une transformation. Certains en ont conscience, d'autres non, mais tous avancent vers un moment où leurs choix, leurs silences, leurs erreurs devront être assumés. Et alors que la nuit s'installe à nouveau sur le Calésia, une certitude s'impose, rien ne sera plus comme avant.